Bonsoir. Quatrième jour de la campagne électorale pour les législatives en Algérie. Toujours dans l'indifférence générale. Hormis les quelques commis et autres clients habituels de ce genre d'opération, qui n'ont vraisemblablement pas réussi à rameuter les habituelles foules à applaudir des discours qu'elles ne comprennent même pas et qui ne les intéressent pas de toute façon. Des gens pour lesquels habituellement les campagnes électorales sont une bonne aubaine, l'occasion d'une petite rémunération en espèces ou en casse-croûte, l'occasion, ces meetings, de se mettre quelque chose sous la dent, de se payer des voyages en autobus gratis, en ville, casse-croûte, cachir et gazouz à la charge du candidat qui achète ainsi les acclamations, les Yahya Flan, Yahya Fultan, et qui passe sans état d'âme du candidat Flan à son adversaire Fultan, pourvu qu'il passe à la caisse. Pourtant, malgré ce recours à ces cohortes de pauvres malheureux qu'on va ratisser dans les endroits les plus misérables, les meetings de ces campagnes ne ramènent pas les foules. Pas vraiment. Des candidats et des chefs de partis politiques qui s'adressent à des salles vides, que même les prises de vue arrangées, cadrées de façon à faire croire qu'il y a du monde, ne parviennent pas à tromper les téléspectateurs. Ce qui semble confirmer un remake peut-être encore plus massif que ceux qui ont distingué toutes les élections précédentes depuis que Tebboune est à la tête de ce système. Certains observateurs tablent même sur un boycott massif. D'autres, plus prudents, préfèrent parler d'abstentionnisme généralisé. En tous les cas, dans un cas comme dans l'autre, nous sommes bien en présence d'un désintérêt rarement observé pour les élections dans ce pays, comme si tout le monde, y compris les alliés naturels du régime, avait fini par comprendre que les jeux sont déjà faits, que les candidats vont être élus par la fraude, de la même manière qu'ils ont été filtrés par la police politique qui a fait invalider par une agence nationale indépendante des élections, pas du tout indépendante, les candidats qui auraient pu rompre le devoir d'obéissance et de servilité inconditionnelle de ce qui a toujours été une chambre d'enregistrement, un rassemblement hétéroclite de nervis inconditionnels, si l'on accepte quelques rares députés que la même police politique a laissé passer pour donner le change et faire croire dans ce machin zama législatif qu'il y a aussi une opposition qui critique et qui dénonce. Sinon, rien de nouveau dans le carnaval Fideshra, si ce n'est la sourde colère d'un peuple qui ne sait plus à quel sein se vouer, dont le quotidien est de plus en plus pénible et sur lequel plane l'incertitude des lendemains. Législative algérienne dans l'indifférence généralisée. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et avec moi, j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir sur ce plateau Idir Ounoren, analyste politique. Idir, merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation et salutations fraternelles à celles et ceux qui nous regardent. Merci. Brahim Younsi, analyste politique. Merci, Ibrahim, d'être des nôtres. Bonsoir. Merci de m'inviter de nouveau. Bonsoir à Idir et bonsoir aux téléspectateurs.
Merci. Alors, qu'est-ce que vous pensez du titre législatif des aides dans l'indifférence généralisée ou générale? Ce n'est pas la première fois Oui, qu'il y en a, effet, qu'il y a ce type d'indifférence. oui. D'abord, parler d'élection, c'est déjà mal nommer les choses. C'est bien dit. Très, très vrai. Très Très juste. vrai. Oui. On ne parle pas d'élection, C'est vrai. hélas. Comment on devrait les appeler? Dénomination, tout simplement, parce que nous connaissons les nommés. Oui. C'est comme au César. Les nominés. Les nominés et puis les nommés après. Si tu permets, Oui, parce que évidemment. désigner, c'est pas mieux. C'est Les désignés. Oui, désigné, Oui. nommé. Désigné, moi, je trouve que Oui. c'est plus Oui, péremptoire. Oui, sans doute. désigne. Sans Oui. doute. Il y a de l'autorité derrière. Oui. C'est des nominations, c'est derrière un bureau, et puis devant un bureau, et puis on dit qu'il doit avoir tel siège, etc. Déjà, on ne peut même pas parler, comme dirait Goethe, d'affinité élective. Il y a des affinités des mêmes groupes, mais elles ne sont pas électives. C'est Elles sont forcées. d'autres affinités. Oui, oui, absolument. Mais elles sont forcées, ces affinités, par ceux qui commandent le pays réellement. Oui. Parce qu'il y a un pouvoir apparent et un pouvoir caché. Et c'est toujours le pouvoir caché dans ce type de système qui commande aux hommes et aux choses. Mais la plupart, Ibrahim, de ces candidats que cette fois-ci, la police politique a laissé passer, parce que pour une fois et pour la première fois peut-être, le filtrage s'est fait en amont. D'habitude, il se fait en aval. Au moment de l'élection, on fraude, on bricole pour faire sortir X, Y. Là, même en amont, les candidats qui n'ont pas été autorisés l'ont été par la police politique, Oui. qui a ordonné à l'ANI, sur la base de l'article 200 alinéa 7, qui repose sur la rumeur publique et sur les fiches de police, de dégager ces gens. Mais en l'occurrence, Finalement, cet article-là traite les conditions d'éligibilité, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. voilà. Mais d'habitude, ce système laisse passer quelques gens, un temps soit peu opposants, un temps soit peu, des gens qui parlent, comme on a vu les candidats, les députés du RCD, pardon, quand ils ont attaqué Ouyahia, direct, vous vous rappelez, ce fameux spectacle qui a suscité l'admiration des Algériens. Mais ça ne reste qu'à ce stade, malheureusement. Oui, mais actuellement, nous ne sommes pas dans le même régime. Nous ne sommes pas dans le même régime. Le régime d'aujourd'hui, il y avait des petites ouvertures, il y avait des petits courants d'air, si j'ose. C'est la question que je voulais vous passer. Pourquoi ils ne laissent plus passer? Il y avait un certain niveau de tolérance parce Absolument. qu'il y avait moins de danger pour l'essence même du système. Parce qu'ils étaient sur deux. Voilà, tout à fait. Voilà. Ils étaient sur deux à l'époque. Aujourd'hui, le régime en place n'est pas sûr de lui. Il a peur? Il a peur, évidemment. C'est la raison pour laquelle tout doit lever et doit être coupé. Mais c'est Brahim. Et là, on retrouve la même logique, par exemple, dans l'éditorial d'El Jish. Avant du temps de Bouteflika, vous pouviez dire des choses, vous n'allez pas en prison. L'éditorial d'El Jish était plus nuancé, un peu plus fin, plus subtil. Là, c'est comme si on était revenu aux années de plomb des années 60. C'est-à-dire, vous branchez une oreille en prison. Le candidat qui représente le moindre souci, on l'empêche de passer. Oui, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est consacré de jurer dans la Constitution. Je rabâche ça depuis très longtemps, depuis le début. 30, à 4, oui. Donc, à partir du moment où ils sont dans leur rôle. Donc, vous ne pouvez rien reprocher sur le plan du droit, strictement du droit. Ils ont légalisé la vue. Exactement. Et puis, bon, dans des conditions pareilles, avec une embellie financière qui s'annonce, je ne pense pas qu'il y ait une fragmentation interne au pouvoir. Nous sommes partis pour bon bout de temps, indépendamment de tous les paramètres. Mais de quoi cela est le nom quand un régime regresse, même dans ses capacités à la subtilité?
à la subversion dans son sens insidieux, sournois. Là, c'est brutal. Ce sont des méthodes de soudard. Vous imaginez une direction générale de la sûreté intérieure, la DGSI, dont il faut rappeler qu'elle est composée exclusivement de militaires, qui est commandée par un général, dont le fameux Nasser el-Jen, il n'y a pas longtemps, qui est toujours en prison. Avant, etc. Oui. Exact. Et alors qui en arrive à une telle brutalité, ça veut dire qu'il faut enlever les candidats qui représentent le moindre petit risque. C'est un peu comme scier la branche sur laquelle on est assis. Et ce qui avait dire à certains observateurs, que ça vient peut-être d'un milieu qui veut saboter Tebboune. Vous voyez à quel point les gens, ils ne comprennent pas qu'on puisse être aussi contre-productif dans son propre et pour son propre camp. Votre question est très vaste. Il n'en demeure pas moins que, bien évidemment, il faudrait une assemblée qui soit lisse. Où, moi, je l'avais dit déjà, je me souviens, j'ai dit, c'est le début du fascisme au-delà de la dictature. Il faut qu'ils assainissent tout, et ils ont stérilisé tout. Tout l'environnement politique, académique, ils l'ont stérilisé. Et les gens qui font de la politique ou des associations type SOS, SOS disparu, le Rage, Babelwed, plus personne ne peut évoluer dans un climat pareil, je veux dire. Donc il se trouve qu'on ne pourra pas avancer dans des cas pareils. Et c'est la peur. La peur, ça tétanise d'abord. Et deuxièmement, on l'avait dit déjà sur le plateau, les suites, si on se projetait très en aval à ce moment-là de l'article 87 bis, j'avais dit un jour, j'ai dit, les militants vont se réunir dans la clandestinité avec tous les risques que cela comporte. Une forme de radicalité chez des gens qui ne sont pas radicaux, finalement, qui posent des problèmes politiques et qui proposent des solutions pour le pays. Et c'est ça le danger. Le grand danger, c'est celui-là. Et puis, politiquement, si vous voulez, maintenant, il faut dire les choses. L'institution militaire est responsable. C'est la seule responsable. Oui. De par l'article 30. Oui. Et de par aussi tous ces éditoriaux. L'El-Jish. Oui. Vous avez remarqué que cette fois-ci, l'éditorial El-Jish a une particularité qui a étonné un peu les gens? Oui. Laquelle? Allez, moi, je vous le donne en mille. C'est qu'ils n'ont pas écrit le nom du président de la République Absolument. pour la première fois. Absolument. Ils n'ont pas fait état. Et pourquoi, le seul cas, moi je pense que c'est... Lui qui d'habitude partout... Moi c'est un signe, parce que Brahim et moi, à l'époque, on l'avait dit, lors d'un discours remise de diplôme et nomination d'une promotion à l'école interarmes de Cherchel, dans l'éditorial, il n'y avait pas eu le mot Fahamatuhu, etc., de Bouteflika. Et Brahim et moi, on a dit, c'est un signe, le chant du cygne, sans jeu de mots. Donc ça s'est passé comme ça. Mais pour l'armée, est-ce qu'il y a des mécanismes, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, de neutralisation quelque part? Est-ce que l'armée... parce que comme l'armée ne se contente plus de rassurer et d'assurer les arrières du régime, elle en devient l'architecte à la fois idéologique et organisationnel. Donc, maintenant, qui est responsable de cette situation? Ils sont deux. C'est le président de la République et le chef d'état-major. On peut dire qu'il y a deux forces au sein d'un même... Je ne sais pas s'il y a deux forces. Pour moi, ils sont en neutralité positive, ils travaillent ensemble. J'ai toujours défendu la thèse que si l'un tombe, l'autre tombe de manière mécanique. Et sur la campagne électorale qui s'annonce, là, il n'y a pas de grand discours, il n'y a pas de grande personnalité qui se présente. On a un phénomène, c'est la liste des indépendants. Cette liste des indépendants, il y en a énormément. Quelle est la lecture politique de cette prolifération de listes? Est-ce que ça veut dire que les partis ne proposent plus rien? Est-ce qu'ils n'incarnent plus rien? Ils n'incarnent plus de projet? C'est pour ça qu'on a des listes d'indépendants. Au-delà du fait que, comme vous le disiez, la DGSI a dû promouvoir en douce quelques listes pour affaiblir les partis. Je parle particulièrement de la Kabylie. Il y avait peut-être une demi-douzaine de listes d'indépendants, peut-être plus, et des partis politiques qui avaient pignon sur rue dans la région. Mais je peux vous dire une chose, la multiplication de ces listes
signe quelque chose, atteste que les partis politiques n'incarnent plus le projet sur lequel s'est construit leur programme. Et ça donne des listes d'indépendants. Ça veut dire qu'on va peut-être revenir on va rebattre les cartes quelque part. Est-ce qu'il faut, juste pour terminer, M. Benchou, est-ce que ce qui arrive là maintenant, est-ce que ce n'est pas un mal pour un bien? Est-ce qu'après l'échec patent, il faudra faire l'analyse? Ça dépend où on se place. Oui, oui, tout à fait. Oui, bien évidemment. À partir de ce moment-là, peut-être on va rebattre les cartes. Parce que si les listes d'indépendants montent, ce n'est pas normal qu'il y ait une majorité d'indépendants au Parlement. C'est impossible. Ça dépasse l'entendement, ce ne serait pas possible. Maintenant, il faudra voir, s'ils ne carottent pas les chiffres, il faudra voir ce que fait le FLN, ce que fait le RND et les partis Hamas aussi, et l'autre, la partie de Ben Gvir, parti artificiel pour moi. Bon, il y a beaucoup de monde, paraît-il. Et voir si, cette fois-ci, ils vont s'inscrire dans la démarche présidentielle et dans le programme du président qu'on ne connaît pas. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des élections, c'est dans l'indifférence générale. Alors, moi, j'aimerais vous poser une question, quitte à revenir après à ces élections, en tant que campagne électorale, ce qui s'y passe. Mais il y a comme ça des indices qui semblent se rassembler, se mettre en place. Ce n'est pas la théorie du complot, mais rien ne nous interdit de penser qu'il y a peut-être quelque chose, anguille sous roche. Alors, nous allons commencer par le commencement. 30% des listes électorales ont été invalidées. Et il semble bien que ce soit par la DGSI, qui donne des ordres directs à l'Agence nationale indépendante des élections. Il semble bien que la DGSN ait participé aussi, non pas activement, mais en fournissant ses fiches de police à la dite DGSI, qui a déjà ses propres fiches de police. La gendarmerie, n'oubliez pas aussi. La gendarmerie aussi. Il semble que tout ça soit lié à ce fameux éditorial où, comme par hasard, il n'y a plus le nom de le président de la République algérienne démocratique et populaire, ministre délégué, ministre de la Défense nationale, chef suprême des forces armées, etc. Rien. Pas un mot sur l'édito. Rajoutez à ça, lorsque M. Tebboune avait ordonné à son ministre des Affaires étrangères de faire une déclaration, un communiqué pour soutenir les pays frères du Golfe contre l'agression iranienne, en ces mots, en ces termes, l'agression iranienne. Au même moment, M. Chenguereha convoque une sorte d'états généraux à Bni Msous, dans le fameux mess des officiers, y compris des gens de la présidence, où il tient un discours de chef d'État, où il appelle les partis à plus de sagesse, à plus de raison, à se rencontrer, à discuter, etc. Et ce qui, à la limite, n'aurait rien dit, on aurait compris, mais qu'il tienne un discours contraire à celui du président de la République, là, ça pose question. Est-ce que maintenant, cette dernière opération d'invalidation des candidatures, est-ce que ne viendrait pas compléter cette théorie du complot dans le sens qu'il y a quelque part quelque chose qui est en train de tramer quelque chose, à votre avis? Vraisemblablement, parce que nous sommes, il faut le dire, notamment sur le plan politique. Oui. Sur le plan politique, au plus haut niveau. Nous sommes dans le règne de la médiocrité. Il n'y a aucun doute là-dessus. Dans le règne de la médiocrité. Or, la superficialité, et plus que ça encore, je ne voudrais pas atteindre la personne ou les personnes qui sont autour, dans l'entourage du président, ses conseillers, ses ministres, etc., sont très légers et qui ne maîtrisent pas politiquement. Oui. Politiquement, peut-être administrativement, ils font leur boulot, mais politiquement, c'est moins que zéro. C'est même criant. Oui, c'est hurlant. Ah oui, c'est visible. Oui, oui. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être efficaces pour les changements qui pourraient se produire. Oui.
alors que c'est au gouvernement de donner une impulsion à des changements, y compris dans leur, et surtout dans leur administration. Alors, on voit qu'il y a des ingérences, y compris de l'armée, sinon de l'armée exclusivement, Oui, dans leur département. oui. D'ailleurs, dans le même édito, pardon, de l'armée, de l'Jeish, l'armée s'engage à protéger, rappelez-moi les termes, à sécuriser, d'accord, on veut bien à la limite, mais à assurer le bon déroulement des élections. L'armée, qu'est-ce qu'elle a à voir l'armée avec le bon déroulement? C'est l'administration. Nous sommes sous le pouvoir, il faut le dire, de l'armée. Pour moi, depuis juin 65, pour d'autres, 62. pour d'autres pensent ce qu'ils veulent. Oui. Bon, Précise la date. 19 juin 65, le règne de... Mais, il y a un mais, la personnalité, il faut le dire, de Houari Boumediene n'est pas celle de Pour ça, il n'y a rien à voir. Abdelmajid On a Tebboune. beau être contre Boumediene, mais rien à voir. Voilà. Donc, il tenait, avec son entourage immédiat, et nous savons qui tenait l'administration, il tenait la sécurité, Oui. et il faut le dire, très peu. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui s'exprimaient dans l'opposition, etc. Quasiment pas du tout. Non, mais il y avait une opposition, disons, cachée, une opposition, notamment en Kabylie, celle qui était à l'extérieur. Oui. Bon, on sait comment ça s'est terminé. Oui. Mais un homme, ça c'est le pouvoir personnel, un Oui. homme conduisait l'État et la société. Absolument. C'est une chose, Brahim, sorti d'une guerre. L'encadrement du mouvement national, c'était des personnes de très très grande qualité. Rappelez-vous les ministres. Les ministres, Les ministres du temps de Boumediene, par exemple. Oui, tout à fait. Et des ministres. Qui va se souvenir d'un ministre de la Justice, M. Bentoumi? Par exemple, un exemple. Hein. Donc, Du travail, Saïd Mazouzi. Il est venu bien après. Non, il y avait beaucoup de... Non, il y avait, il y avait de ceux qu'on a connus, qui c'était un bon niveau, par exemple, le commerce, l'Ayachi Yaker, oui, bien, oui, mais ça, c'est après. Mais vers le début des années 70, ça. C'était quand même un personnel politique, un personnel administratif de très haut niveau. Oui, c'est ce que je voulais dire. Très haut niveau. Et puis, c'est pas le même contexte du tout. Il y avait une vision. Encore malheureusement. Aujourd'hui, vous avez des... Il y avait un projet qu'on peut critiquer. Qui a parce échoué. que toutes les révolutions ont échoué, que ce soit la révolution agraire, la révolution industrielle. C'est ce que je voulais dire, c'est que le projet... La révolution culturelle. C'est que le projet de développement de Boumediene a complètement échoué, et qui a mis, il faut le dire, aujourd'hui l'Algérie dans des difficultés. Bon. Et nous passons avec Chadli Benjid avec une ouverture, qu'on le veuille ou non, notamment sur le plan économique, puis... C'était l'économie de façon, avec le pape, le programme anti-pénurie, etc. Puis, par la force de la population, on est passé, etc., on est passé à pluralisme, et puis le reste, c'est de l'histoire. etc. Mais Bouteflika aussi a laissé les partis s'exprimer. Les partis, il ne mettait pas les gens en prison. Voilà. Il les a laissés s'exprimer dans certaines personnalités politiques faut dire, malheureusement, étaient médiocres dans l'opposition. Il y avait vraiment une médiocrité. Alors que de l'autre côté, ministres étaient médiocres. Oui, ils n'avaient pas le niveau. Mais bien sûr, évidemment, c'est ça. Donc, comment porter un projet, comment porter une politique. Mais sous Bouteflika, 20 ans de foires d'empoigne, les gens se bagarraient, se battaient, etc., etc. Mais rien de constructif. Ce n'est pas un carnaval fait de non, mais il n'y avait rien de constructif, de solide. Oui, c'est vrai. De solide sur le plan politique. Oui. Sur le plan économique et social, il y a eu une avancée, il faut le dire. Bon. Mais avec Abdelmajid Tebboune, c'est la régression intellectuelle. On creuse, on a atteint le fond et on creuse. D'autre part, mais là, l'armée, si j'ose dire, se réaffirme. Oui. Elle se montre et... Vous avez cette impression. Ce n'est pas une impression, c'est une réalité. L'armée, sa fonction d'aujourd'hui n'est pas de garantir l'État. Oui, elle devient l'architecte intellectuel et l'architecte idéologique. Oui. Dès qu'on a compris ça,
c'est terminé. Vous, cette Je vais juste cette rajouter- référence à l'article 30, elle est centrale. ouais. Ah oui, oui, bien sûr. Juste pour compléter, Brahim, si tu permets, pour le président Bouteflika, Oui. vous savez qu'il y a eu un système, il y a des gens à l'intérieur d'un système. Quand le système algérien exécute politiquement quelqu'un par les forces centripètes, pas centrifuges, Oui. et je peux vous en citer au moins 3, 4 ou 5, ils ne reviennent jamais. Le C'est vrai. seul qui est revenu, c'est Abdelaziz Bouteflika. Oui, Et on oui. sait ce qu'il a fait de du chef d'état-major, qui l'a forcé à démissionner. Oui. On sait ce qu'il a fait ensuite. Bon, et c'est le seul qui est revenu. Donc il faut lui reconnaître son esprit de manœuvrier, Oui. de grand tacticien et de grand Florentin, parce que vous aimez bien les Oui, Florentins. en effet. Voilà. En effet. Moi, je me souviens d'un mot de Léopold Sédar Senghor à propos d'Abdelaziz Bouteflika, qui était, j'ai oublié le mot, de De Gaulle, Oui. mais Léopold Sédar Senghor disait de Bouteflika, c'est Un plaisir. Non, c'est un plaisir d'intelligence. Un plaisir d'intelligence. Un plaisir. Et c'est vrai que. Ça n'a qu'à voir ses discours, ça n'a qu'à voir d'une part, ses prises de parole. Oui, d'une oui, part, oui, et non, d'autre hein, c'est part, comme dans ça. les Et c'est négociations. Léopold Senghor qui le dit. Ah oui, Ouais, oui. voilà. C'est Un un académicien, un Un ministre. académicien. Et Oui, ministre. et président de la République. Président de la après, République oui, du oui. Sénégal. Ouais. C'est ce qui Non, fait même que... De Gaulle avait dit des mots. Sur parce qu'il avait, Bouteflika, oui. quand il était ministre des Affaires étrangères de Mbella, parce qu'il est venu, et de Boumediene plus tard. Là, il était, je crois, à la jeunesse et les sports. Non. Qui Non, Bouteflika. il est passé aux Affaires étrangères. Après, il est passé aux affaires étrangères. À l'assassinat de Khmisti, il a été nommé Voilà. ministre des Oui, Affaires étrangères. oui, oui. Il est resté longtemps. Mais cette dégringolade, avant de revenir... Une vraie élite politique. Oui, mais qui s'est oui, formée, oui. qui s'est formée à travers tous les mouvements de libération en Non, mais Afrique, beaucoup sortaient- Bando. Il y a une histoire derrière. Il y a de la beaucoup sortaient densité, des- il y a de l'épaisseur. Mais il est beaucoup sorti des grandes écoles. Bon, Rosalie. Oui, mais pas moi seulement. j'aimerais, Oui, sans pas entrer dans la théorie des Parce que systèmes et autres... Yacine qui était à la CNS, Yacine. puis ministre de Il était à la l'Industrie. CNS. Oui, il était à la CNS, oui, puis après, ministre de l'Industrie. Oui, après, il Devenu a ministre été de- ministre de la Sona, celle qui faisait le papier. Oui, La Sonique. Oui. Peinture et oui. Mais moi, Donc il y avait un personnage ce qui m'interpelle un politique peu, c'est que intéressant. généralement, les systèmes politiques de ce type, c'est un peu en dents de scie. Ça s'arrange, ça se rabaisse, ça remonte. Mais là, depuis 62 jusqu'à ce jour, on ne fait que plonger. Ça veut dire que c'est un peu comme si nous étions entrés dans une sorte de logique. Ça ne peut qu'aller de mal en pis. Il y a une histoire de formation aussi. La plupart des généraux d'aujourd'hui ont été formés Ah oui, à oui, l'école oui. fondamentale. Oui, Ce n'étaient pas ils des sont bien bilingues formés. comme Oui. ceux qui les ont précédés. Ils n'avaient pas la même vision. Ils n'ont plus les mêmes références idéologiques. Ils n'ont plus les mêmes véritables références. Parce que, qu'on le veuille ou non, sans rentrer dans des détails, on vit de la bigoterie, on vit une démagogie religieuse, on vit du populisme Oui, religieux. oui. Toutes nos familles, nos aïeux vivaient un islam confrérique, qu'on me dise non, je sais, globalement, voilà. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'était comme ça. Mais tout ça, additionné les uns aux autres, a entraîné une fracture. Mais tout a dégringolé. Tout à fait. Ça veut dire l'université n'est plus ce qu'elle était. Tout à fait. Les ministres ne sont plus ce qu'ils étaient. L'enseignement n'est plus ce qu'il a été à un certain moment. Nos grandes écoles aussi. Grandes écoles, l'école primaire, l'école secondaire, les lycées d'avant, les collèges, les lycées techniques, l'université, elles étaient rares, il y en avait 2 ou 3, mais Nous avons quand ça même formait une de... élite. Nous avons quand même une élite, il faut le dire, même aujourd'hui. Il y a une élite, parce que c'est sur un parcours, une élite aussi, qui brille à l'extérieur. Oui, on quand est ils d'accord. sortent, mais qui brille à l'extérieur. Mais c'est une oui, minorité. mais- Ça oui, reste bah, une c'est minorité. cette Par rapport au élite-là. nombre de formés... Non, ce que dit Jamel est extrêmement pertinent. Il a dit, ça existe. Brahim, moi, j'ai un peu beaucoup lu sur ça. J'ai eu un projet d'école comme ça. Les personnes dont tu parles, c'est d'abord le fruit de la statistique, comme le suggère Jamel. C'est marginal. Sur 1 million Voilà. ou 2 millions d'étudiants, 0,1, 000, Résiduel. 5e, 6e décimale. Il y en a qui sont passionnés, il y en a qui sont doués, Oui. il y en a qui ont un environnement socio-économique et parental qui leur permet d'eux. Mais maintenant, il faudra se pencher sur
sur l'école, et une grande émission sur l'école serait la bienvenue. Oui, oui, en effet. C'est-à-dire Moi, je me se rappelle, pose chez en nous. Algérie, on passait le bac français en Algérie. Vous vous rappelez? Ouais. Jusqu'en 68, il me semble. Non, à mon époque, 73, on a passé le bac français et le bac algérien. Ah ben voilà. Alors à l'époque, le bac qu'il passait ici, le bac français, c'est le même bac qu'en France. C'est les mêmes matières, c'est les mêmes programmes. L'Algérie était classée parmi les meilleurs départements de France en termes de qualité de résultats. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, le bac... Juste pour digresser, je m'excuse auprès des téléspectateurs, parce qu'on ne parle plus politique, on parle de faits, de société comme ça. Nos grandes écoles. Vous prenez l'Institut national de l'agronomie, c'était une des meilleures écoles, fac, l'Institut du bassin méditerranéen, l'EPO, l'École polytechnique d'architecture, Polytech Algérie, Polytech Algérie, l'ENA. Et il y avait aussi une autre école, je ne m'en souviens plus. Elles étaient connues et réputées dans le bassin méditerranéen. C'est vrai que Polytech reste encore un très beau lieu de formation. l'EPO, je ne sais pas ce que ça devient. Les Tunisiens et les Africains venaient faire leurs études supérieures. Je peux vous dire une chose, la communauté tunisienne, marocaine, guinéenne, malienne, à la fac, très grande communauté, médecine, pharmacie, dentaire, sociaux, sciences éco. Maintenant qu'ils ont arabisé les sciences sociales, l'économie, etc., quand on offre des bourses, le Sénégalais ne va pas venir faire ses études ici. Comment le former dans notre vision des choses, notre vision africaine, notre stratégie africaine? Non, ce n'est pas possible. Le Syrien ne viendra pas. Le Libanais ne viendra pas. L'Égyptien ne viendra pas. Le Saoudien ne viendra pas. Donc l'erreur stratégique, c'est encore d'instrumentaliser les langues d'acquisition des connaissances. On a un peu bifurqué, c'est juste pour faire le constat sur ce qu'est devenu le pays et cette courbe descendante qui n'en finit pas. Ça veut dire, mais ça finit comme ça, on va creuser, on va ressortir dans les antipodes. Mais avant, et pour montrer, justement, pour démontrer que nous sommes dans le vrai, nous allons écouter le frère de Malik Riyahi. Malik Riyahi, c'est un hirakiste qui est en prison pour quelque chose de bénin, mais qui est en prison depuis des mois, plus d'une année, je crois 14 mois. Et son frère lui a envoyé un mandat. Saïd, son frère Saïd, lui a envoyé un mandat pour tenir le coup en prison parce que la nourriture est immangeable. Écoutez-le, ce qu'il est en train de dire. عليكم خوتي بغيت نبارطاجي معكم واحد الفيديو. راه عندي خويا راه في الحبس، راه فيه 14 شهر ديجا، راه لا شراع لا تحقيق، ما راه والو، مازال القضيه تاعه مازال ما بانتش ولا علينا. راني زيفط له الموندا ملو 12 3 2026 من رمضان، راني زيفط له 1,500,000 من رمضان، سمي راها قريب شهرين. واليوم العائله تاعي داروا باروار، دخلوا عنده وقالوا له اسكو لا عندك الدراهم ولا لا، باش يسقسوا باش نعاود نفرسي له. قال لهم الدراهم اللي زيفتهم لي سعيد مازال ما وصلونيش، سمي راه في شهرين مازال، راه كي الطلاب قتله الجوع ولا علينا. انا كي قالوها لي انا شادرت الروسي، مازال راه عندي، ها هو الروسي، انا شادرت طلعت للموسن باش نريكلامي نقول لهم باللي راني فاسيت الدراهم المحبوس خويا، وراني ملو 12 3 2026 مازال ما وصله والو. دخلت هي الشيره في الميكرو اللي تخدم تما في لابوست، قالت لي خويا الدراهم راهم رافدينهم. قلت لها شكون اللي راه رافدهم الدراهم؟ قالت لي راهم رافدينهم تاع صحاب الحبس. سما لي كيما نقولوا هنا هذاك اللي يسربي الموندا راه رافد، اللي يسربي الموندا تاع المحابس راه رافد الموندا تاع مالك. وحنا نقولوا مالك انت راك غلط في اسمه، بصح بالنيميرو ديكرو ما تغلطش خويا تعرفه، سمي راه في شهرين. دروك الا راكم تذكروا فينا، ها هي لاضات هي بروحها، قالت لي راه رافدها، قالت لي راهم رافدينها لو 17، هاي كتبتها لي هنا، قالت لي لو 17 3 سمي 5 ايام من مور اللي فيرسيت لهم، 5 ايام ملي رفدوا الموندا. دروك خويا لا راكم تذكروا فينا ولا راكم تذكروا في مالك وراكم تجرجوا، راكم تنتقموا منه. وحنا الحاجه اللي غادي نقولوها لكم، نقول لكم حسبونا الله ونعم الوكيل. Vous seriez tenté de me dire qu'est-ce que ce témoignage a à voir avec les élections? En fait, rien, mais sauf que pour démontrer un peu ce que vivent les Algériens. Le climat général. L'atmosphère générale. L'atmosphère. Et pourquoi il y a cette indifférence générale pour tout ce qu'entreprend ce régime? De mon point de vue, il a un lien avec les élections. Parce que cette famille a un député
Qui sont censés qui était, comme vous dites, qui est censé les défendre. Même les avocats. C'est lié. C'est lié aussi à tout le personnel politique, notamment le personnel politique qui est dans l'opposition, qui doit veiller à ce type de problème. Mais quelle est aujourd'hui l'opposition, le personnel politique qui est dans l'opposition, à part peut-être le RCD aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, oui. Il faut le dire. Le RCD fait un travail monumental de ce point de vue-là, mais absolument. Mais hélas, كما يقولوا عندنا اليد قصيرة والعين بصيرة. Il ne peut rien. Oui. Il n'a aucune influence. À plus forte raison les autres. Oui, à plus forte raison. Oui. Mais les autres, on ne peut pas compter sur eux. Absolument. Qui peut compter sur le RND on ne peut pas compter sur eux. Mais il faut dire aussi que les injustices sont multiples et fréquentes. Oui. Il y a des cas pires que cas de pire. Hein, c'est terrible de le dire. Mais la population n'en peut plus. Elle n'en peut plus des injustices. C'est comme ça qu'on dit. Absolument. La pression suscite l'explosion. L'explosion, oui. Tout à fait. Ce que je voulais dire, c'est que, pas par rapport simplement par le RCD qui est dans l'opposition et qui subit peut-être des manœuvres un peu spéciales concernant son développement, mais il faudrait dire aussi que le RCD est aussi, à mon sens, Dieu sait que je connais la maison, il a manqué à un moment ou à un autre d'une stratégie d'alliance. Le RCD seul ne peut pas. Il y a comme j'avais dit ça à un ami, j'ai dit, quand on fait l'inventaire du personnel politique en Algérie, il y a des personnalités comme ça politiques qui ont du charisme, qui ont un projet, elles doivent s'affiner, elles doivent avoir un projet plus proche de la réalité, comme on disait souvent avec Brahim, la diplomatie, il faut changer un peu de doctrine. La diplomatie de l'armée algérienne, c'est-à-dire passer la doctrine de l'armée algérienne, passer de la doctrine exclusivement défensive à quelque chose. Il y a un article qui fait qu'on peut projeter, dans des cas bien précis, quelques forces à l'extérieur. C'est une excellente chose. Ce qu'il a lieu de dire, c'est que le RCD, les personnalités politiques, n'ont jamais eu de stratégie d'alliance sur un socle commun. Mais il y a eu des tentatives. Il y a eu, déjà, il y a eu sous Mohsen Belabès. Région quasiment. Oui, sur Mohsen Belabès, il y a eu la CNLTD de Mazafran. Oui. Ils ont fait du travail, que vous le vouliez ou non. Je ne sais pas si vous avez lu les rapports. Oui. Ils sont de bonne qualité. Il y a eu pendant la Hirak le PAD, oui, où le FFS a torpillé. Quand il y avait l'Askeri, ça marchait très bien. On aurait pu, à ce moment-là, et on arrive à la conclusion, au-delà du RCD, qui est marginal maintenant, tout seul, il ne peut pas. Il peut mobiliser une région, le centre algérois, Tipaza, par manque de moyens aussi, hein, parce qu'on le bloque, les salles, il peut pas, il fait du travail de proximité. Pour qu'il n'y ait pas de synergie. Tout à fait. Au sein de l'opposition. C'est impossible. Moi, je dirais une chose, je le dis sous le sens de la formule, ça, elle peut paraître relativement naïve. Nous avons des opposants. Nous n'avons pas encore une opposition. Oui, c'est très vrai. Voilà. La question, c'est que la répression touche tout le monde. Elle touche tout le monde. Oui. Tout le monde qui est contre le régime ou oui, qui ose contester. Oui, c'est ceux qui sont contre les régimes, évidemment. Oui. Évidemment. Quand vous êtes un allié naturel du régime, c'est tout bénef. Évidemment. C'est un bourgeois rassuré. Vous vous adressez à qui quand vous dites vous êtes allié? Cela a toujours été le cas. Expliquez-moi. Non, je parle cela a toujours été le cas. Oui. Toujours été le cas. Toujours, oui. Quand on est à la droite du maître, bien voilà, sûr que absolument, c'est le cas. C'est clair. Alors, moi, je vous propose, pour finir cette émission, on a parlé d'un peu de tout, nous allons parler de Christophe Glaise, ce journaliste français qui est en prison, qui a été condamné à 7 années de prison et qui n'a pas voulu faire de recours, qui n'a pas voulu interpeller en recours, parce qu'on a certainement dû lui dire il vaut mieux que vous ne fassiez pas de recours pour que le président puisse vous gracier. Et donc, on comprend très bien qu'il n'ait pas le choix et qu'il ait accepté, quitte à se faire rouler.
C'est une stratégie de défense. Voilà. Mais on est en train de dire un peu partout, dans les officines franco-algériennes, que sa grâce serait acquise. Sauf que le régime algérien... Sur le principe, oui. Sur le principe. Le régime algérien qui adore les doubles discours. Avec les Algériens, c'est un anti-français, anti-francophone, jaloux de son indépendance. Mais avec les Français, il n'oublie pas que ses bases arrières sont en France, le blanchiment de son butin, etc. Et donc, nous allons écouter M. Infantino, le président de la FIFA, et je ne vous en dis pas plus. Il y a une chaise vide dans cette salle. And this empty seat is for a French journalist, Christophe Glaise, who is the only sports journalist who is detained in the world. And of course he has an accreditation, and of course he has his seat here for him. And I've invited his parents to a game, France-Senegal. But I really hope that in a great act of humanity, he will be given grace, the presidential grace, and can even join us here during the World Cup. But for the time he's not here, his seat is here for him, for Christophe. Pour Christophe. Et voilà, donc le président de la FIFA, qui est une personnalité internationale, il est très discutable, ce monsieur, mais il n'en reste pas moins le président de la FIFA. Qui est un organisme très important, surtout en ce moment, la Coupe du Monde. Et oui. Ouais, sur tout comme le président du CIO. Voilà, absolument. Pour résumer les choses. Voilà. Et qui parle donc de cette chaise attribuée à Glaise à travers une accréditation dont le numéro a été rendu public. Pour un journaliste, c'est quelque chose d'absolument historique. La première fois que oui, ça arrive. Oui, c'est quasiment historique. Et donc, il demande directement, mondialement, une grâce présidentielle pour ce journaliste. C'est le dernier tour de micro. Je vous laisse la parole. Je sais que le président de la FIFA puisse intervenir. Là, on est déjà dans l'aspect symbolique de la chose. Mais je pense qu'il est venu en Algérie il n'y a pas très longtemps. En plus, il avait été reçu. Qu'il le fasse dans un but humanitaire, pourquoi pas? Oui. Puisque finalement, les tractations, les suggestions qu'on a fait à M. Glaise, emprisonné, de retirer son appel pour pouvoir ouvrir la voie à la grâce présidentielle. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. J'aimerais dire ce que je pense de l'après. Oui. Pour moi, sa grâce, elle est pratiquement acquise. Quand? C'est à l'État algérien. Il y a une chaise vide. C'est à l'État algérien de décider. Maintenant, se pose la question à qui le remettre? On a des cartes par rapport à la France, à qui le remettre? On en parlait avec Brahim, les otages français du Liban. On les a remis à Georges. À la France. Oui, non, on les a remis à Georges Marchais. Et tous les journalistes pour le faire pousser. Oui, et non, c'était carrément une ingérence. Oui. Donc l'État algérien a une carte en fonction justement de Glaise. Rappelez-vous, le pape est arrivé. Oui. Il a sûrement demandé. Oui, voilà. Madame Ségolène Royal a fait une demi-douzaine de voyages. Et comme c'est une femme qui est têtue et qui est combattante, remettre ou pas attribuer, qu'elle fasse partie de la délégation qui va recevoir au Salon d'honneur algérien M. Glaise avant son départ pour la France, et que Ségolène soit en pole position, c'est une belle ingérence dans le paysage politique français. Oui, je parle de Mme Ségolène Royal. M. Darmanin est dans son rôle, il assume tous ses côtés, son côté petit-fils de Harki, etc. Oui, il y a Macron, mais là, nous, on a une petite carte à jouer. Oui. On peut jouer. On a quel petit. C'est le régime algérien. L'État, l'État algérien. Pardon pour le nous. Peut négocier ça et faire monter leur petit soft power ici en France, de telle manière à ce que ça gêne considérablement
et que ça devienne aussi un enjeu, cette fois-ci, non pas que l'on subit de politique intérieure française, mais on leur a... Et vous pensez que le régime algérien pourrait aller aussi loin? Ça veut dire Non, c'est une carte à jouer. case à jouer, par exemple, choisir Ségolène Royal au lieu de le remettre à l'État français, ce qui serait un grave affront pour Macron, par exemple. Monsieur Benchenouf, il n'y a pas d'état d'âme, là, c'est de la politique. Macron, il part dans 8 mois. Oui. Il s'en fiche. D'accord. Ça y est, c'est une cartouche mouillée. D'accord. Il faut voir qui c'est qui arrive. La dernière fois, on avait évoqué cette histoire de comment extraire l'Algérie de la prochaine bataille électorale française. Oui. Quel est notre intérêt en tant qu'État? Est-ce qu'on reste là et subir encore, et ça ouvre la voie au Rassemblement national? Ou est-ce qu'on a... J'avais parlé, les Algériens tiennent la clé. Vous m'avez justement repris en me disant une partie de la clé et je vous rends grâce. On a aimé aussi. Oui, moi je répète encore sur ce dossier, je ne sais pas la raison fondamentale qui a fait que ce journaliste soit en prison et condamné à 7 ans de prison. C'est énorme. C'est énorme. Ça relève du Vous voulez crime. peut-être s'en servir comme monnaie d'échange? Oui, mais le problème, si c'est une monnaie, si c'est une monnaie d'échange, d'un côté ou de l'autre, d'un côté ou de l'autre, c'est indigne. C'est indigne. On rappelle qu'il avait été chargé de remettre une certaine somme à la famille de joueurs africains qui avaient été tués à coup de caillou. Bossé, oui. Et Bossé. Et Bossé. Mais sinon, on voit bien que c'est un prétexte. Non, mais C'est un faux prétexte. faire d'un homme, pour moi, ça me gêne. Oui, Éthiquement, je ne peux pas accepter cela. absolument. Faire d'un homme une monnaie d'échange, C'est pas possible, ça. Ça rentre c'est pas. inacceptable et c'est Mais c'est indigne. pourtant C'est bien le cas. intolérable, c'est indigne. Il faut absolument, la France ou les États-Unis, etc., et notamment la France, c'est son ressortissant, c'est son citoyen, est entré en dialogue et en contact avec le pouvoir d'Alger, ça négocie, ça discute, il faut que ça... Tant mieux, absolument, tant mieux. Et il faut que ça sorte, ça se termine par le haut et ça sort par le haut. Oui. Hein, c'est-à-dire, bon, il faut attendre, il faut espérer pour cet homme et sa famille. Oui. On ne sait pas ce qu'il y a dans son dossier. Oui. Des gens conjecturent. Vide. C'est Oui, un dossier. peut-être, moi je n'en sais rien. Tout le monde le dit. Non, tout le monde. Je pense qu'il y a des avocats. Il est passé en première instance, hein. Donc les avocats ont évoqué la question. Mais les avocats n'ont pas dit que le dossier était vide. Moi j'ai écouté. Oui. Pas dit que le dossier était vide. Non, Ils n'avaient pas d'ailleurs le droit dans D'exercer l'instruction du journalisme. absolument. Mais c'est pas Non, 7 il ans de est- prison. Oui, mais- Oui, On l'aurait c'est- pu l'expulser. C'est Non, disproportionné. D'accord. Absolument. Quels sont les actes commis? Oui. Le droit pénal prévoit ou ne prévoit pas Tout à certaines fait, choses. tout à fait. C'est très juste. Oui. Bon, il faut voir le dossier, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et il faut des avocats. Et puis, aujourd'hui, il est condamné. Il faut absolument, parce qu'il y a une crise politique et diplomatique qui dessert l'Algérie. Ah oui. Qui dessert l'Algérie. Il faut Pendant plus de absolument... 2 années. Oui, il faut tout à fait. absolument que cet homme soit rendu à sa famille et soit rendu à son pays. Tout à fait. Ça, c'est Tout à fait clair. Il d'accord, faut oui. absolument qu'il soit libéré pour que nous repartions diplomatiquement sur de bons pieds. Moi, je vous rappelle ce qu'on a appelé la diplomatie du ping-pong. Oui. La diplomatie du ping-pong a noué des relations diplomatiques, politiques, etc., entre les États-Unis et la Chine, C'est ça. qui étaient aux antipodes. C'est une partie C'est de un- ping-pong. Oui, Voilà, tout à fait. Oui. Un coup C'est pour moi, un dire coup que- pour vous. Ce qu'il Oui, y a non, lieu mais, de- non, la mais c'est politique réel. des petits pas. C'était aux Jeux Olympiques. C'est ça. Oui. Oui, C'était oui. aux Jeux Olympiques, un joueur, un pongiste américain, est monté dans un autocar des pongistes chinois. Il se retrouvait au milieu de je sais combien de pongistes chinois. Et le dialogue s'est fait comme cela. Et Nixon avait décidé en 1972 de venir à Pékin. Et ça s'est passé. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est que le dossier Brahim, d'après quand on m'a touché un mot sur le dossier, le seul problème qui est posé M. Glaise, c'est qu'il a obtenu un visa de touriste
Et il a enquêté de manière journalistique. C'est Oui. la seule faute. Et c'est très juste que tu dis, C'est il tout ne ce mérite qu'il pas y a. 7 ans. C'est tout ce qu'il y a dans le dossier. Mais, bon, mais évidemment. sur ça, on l'expulse à la limite. Mais pardon, oui, monsieur, oui, monsieur. oui, oui. Après, on a bien évidemment tricoté la chose. Le MAC, l'argent oui, oui, remis, oui, la oui, parce journaliste. il a promu les terroristes du MAC, le discours des terroristes Alors du que ce MAC. n'est pas le cas. Pas du tout. Il est tombé dans la plus mauvaise période, Oui, oui. où les relations se crispaient encore Kebch el-Aïd, davantage. comme on dit. Kebch el-Aïd. Voilà. Ça On rend le encore tient. plus. Et même s'il avait commis des choses qui n'ont pas porté préjudice Ça mérite ni pas aux 7 ans. personnes, ni aux institutions, Pas de il 7 faut ans de absolument, prison. oui, d'une part, il faut absolument, parce que diplomatiquement, qu'on le veuille ou non, l'Algérie perd beaucoup. Moi, je suis militant des droits de l'homme. Ça aurait été n'importe qui, j'aurais eu la même attitude. Oui, évidemment. tout à fait, Parce que tout le à fait. discours des droits de l'homme, c'est pas un discours à la carte, comme vous êtes au restaurant. Non. Vous prenez tout et vous défendez tout le monde. Absolument. C'est comme Oui, ça. tout à fait. Absolument. tout à fait. Ben, Ça, la question. moi, personnellement, j'espère une chose. C'est que ce régime ait la pudeur d'abord de libérer ce journaliste, Christophe Glaise, qui est en train de croupir dans les geôles algériennes, mais qu'aussi, il profite de l'occasion, par pudeur, pour gracier les détenus d'opinion et les prisonniers politiques. Il y a des qui, détenus algériens, oui. faut dire, faut Oui. dire. Il y a des détenus algériens qui sont en prison dans des conditions terribles. Terribles. Innommable. Oui, Innommables, innommables, oui, oui, oui. Il y en a innommables. beaucoup qui sont Depuis- morts. Depuis Des 1991-92. prisonniers des années 90, Quand même. beaucoup sont morts dans des conditions Oui, atroces. il y en a encore de vivants. Il faut les sauver. Oui, oui, il faut les sauver. oui, oui, ce sont de véritables Et prisonniers oui, politiques. Ils sont morts dans des conditions atroces, je suis d'accord, et dans l'anonymat le plus total. L'anonymat le plus total. Oui, oui, Ce oui. qu'il faut maintenant, il faut Il peut-être faut que les absolument organisations des ouvrir droits de l'homme. au moins ouvrir une fenêtre sur ces Non, détenus-là. mais ça, il faudrait que les organisations des droits de l'homme, pas les petites, les grandes, saisissent ce dossier et le portent à l'opinion publique mondiale. C'est ça l'essentiel. Espérons-le, Voilà. espérons un minimum de Une décence grande et de solidarité pudeur, ouais. pour ces gens qui sont en train de souffrir dans les prisons algériennes Souffrir et de mourir. et de mourir aussi, en prison dans l'anonymat le plus total, comme l'a dit Edir. Merci à vous, chers amis, pour votre présence. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous.